Ce pilote est aux commandes du plus performant avion de combat à décollage vertical au monde. Il est l'ailier d'une formation de Harrier GR Mark 7 de la Royal Air Force, prête à décoller pour une mission depuis une base avancée. Il faut savoir que si l'état-major, il y a 30 ans, avait persisté dans ses certitudes, ni lui, ni son avion ne seraient là. Dans les années 60, la RAF voulait un intercepteur supersonique, pas un avion d'attaque. Mais en 1965, le financement du projet supersonique P-1154 fut stoppé et le gouvernement commanda le projet P-1127 subsonique, appelé plus tard Harrier. Les doutes de la RAF concernant cet avion s'évaporèrent lorsqu'ils commencèrent à apprécier les qualités de l'avion original conçu par Hawker. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, le Harrier est toujours à la pointe de l'attaque de l'RAF. Un pilote de l'escadron basé à Wittering et appartenant à Harrier Force est en train de préparer sa mission dans laquelle il va employer les bombes guidées laser les plus récentes et les systèmes de ciblage les plus modernes. L'itinéraire, sa masse, l'armement et l'état du carburant sont minutieusement calculés et préparés pour être chargés dans l'ordinateur de mission du Harrier. Rien n'est laissé au hasard. Dunsfold abrite la ligne de production des Harrier anglais. 7 aviations militaires emploient cet appareil à décollage et atterrissage court ou vertical, ADAC-ADAV à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'un avion ADAC-V? Comment ça marche? John Farley est pilote d'essai sur Harrier depuis plusieurs années. La bonne idée initiale au commencement du projet, ça a été ces 4 buses, 2 de chaque côté. Ces 4 buses peuvent pivoter en fonction des besoins du pilote. Dans le cockpit, vous avez un levier à côté de la poignée des gaz. Lorsque le levier est poussé vers l'avant, les 4 buses s'alignent et pointent vers l'arrière de l'appareil. Et si vous ramenez le levier vers l'arrière de quelques centimètres, ils adopteront cet angle intermédiaire. Et si vous continuez à ramener le levier vers l'arrière, les buses vont continuer à se diriger vers le bas. Si vous le ramenez complètement vers l'arrière, les buses vont pointer directement vers le sol et évidemment, avec la poussée du réacteur ainsi dirigée vers le bas, il suffit de mettre le plein de gaz, l'avion va s'élever au-dessus du sol. Vous avez réussi à décoller. Maintenant, vous vous dites c'est vraiment facile. Ok, donc on a fait pivoter les buses, on a mis plein gaz et on a quitté le sol. Je suis désolé de vous dire qu'il reste quand même un truc à faire. Il faut garder l'avion horizontal. Et quand vous bougez le manche vers la gauche, cet aileron va monter et celui-ci va descendre. Et si vous tirez le manche, bien sûr, la profondeur va bouger. Et c'est ainsi que vous contrôlez votre attitude normalement. Mais là, vous êtes en stationnaire. Bien sûr, faire bouger les surfaces de contrôle devrait avoir des conséquences, mais non, car il n'y a pas de déplacement d'air autour d'elle. Alors que faisons-nous? Eh bien, la réponse est que nous disposons de contrôle à réaction. À l'arrière du réacteur, nous avons de l'air comprimé, comprimé à haute pression, c'est-à-dire pas loin de 10 atmosphères. Et il y a un tuyau qui sort de chaque bout d'aile, un au nez et un aussi à la queue. Si je mets le manche à droite, cet aileron se lève. En stationnaire, c'est une valve. Quand l'aileron se lève, c'est cette valve qui s'ouvre. Et parce que l'aileron s'est levé, signifiant que nous voulons abaisser cette aile, cette valve s'ouvre et laisse l'air chaud gicler vers le haut et pousser l'aile vers le bas. On a également ce genre de système dans la queue. Laissez-moi vous montrer. Si je bouge le palonnier vers la droite, vers vous,
eh bien cette valve va s'ouvrir distinctement. Je la bouge maintenant. Vous voyez ce qui se passe? Ok, on a juste oublié un truc, le tangage. Comment pouvons-nous contrôler les tangages de cet avion? Par exemple, on a tous vu des Harrier en meeting aérien faire la révérence. Alors le pilote a besoin de baisser le nez pour faire cette manœuvre, c'est-à-dire d'élever la queue. Donc on a besoin de quelque chose qui souffle là-dessous pour faire monter la queue de l'appareil lorsqu'on pousse le manche, et bien sûr, c'est ce qu'on a. Ce concept est toujours aussi efficace qu'il l'a été pour le premier prototype construit par Hawker il y a bien plus d'un tiers de siècle. Le prototype Hawker P1127, immatriculé XP831, a été construit en 1960. Le premier essai du moteur s'avéra un peu dangereux. Le Bristol Pegasus 2 mit le feu à ses boucliers de protection. Nous avons effectué plusieurs vols avec un hélicoptère. Nous avons fait voler un hélicoptère à stabilité variable pour comprendre le nombre de radians par seconde que nous obtenons à chaque mouvement du manche. C'est ce que nous appelions la sensibilité des commandes. Nous avions effectué un peu de stationnaire sur le Short SC1 qui avait 4 réacteurs de sustentation indépendants du moteur de propulsion pour obtenir des infos sur le contrôle à réaction. C'est à partir de ces éléments que nous avons commencé les stationnaires en captif. Vous n'avez besoin d'aucun courage pour faire ce genre de test. Les sangles vous empêchent de vous retrouver hors de contrôle. Mais les choses ne se déroulent jamais sans problème. Nous avons eu un nombre phénoménal de problèmes. Je veux dire, pour obtenir la bonne puissance de contrôle, pour avoir les bonnes sensations, la bonne sensibilité, obtenir les bons réglages de la commande de gaz. Et toutes ces choses devaient être résolues. Et quand nous avons commencé les roulages pour les décollages conventionnels, on a découvert qu'en serrant le frein, on entrait en vibration sur la fréquence naturelle du train d'atterrissage et qu'on pouvait le briser comme ça. On a eu également un chimie, une vibration incontrôlée pendant un roulage à grande vitesse et plein de problèmes aérodynamiques causés par les flux d'air qui se trouvaient sous les ailes et sous la queue de l'appareil. On décida d'appeler Kestrel les 9 P1127 qui furent construits pour l'escadron d'évaluation tripartite formé en 1964. La RAF, la Luftwaffe, l'US Army, l'US Navy et l'Air Force fournirent des pilotes pour ce programme supervisé par l'OTAN. Basés à West Raynham dans le Norfolk, leur but était d'évaluer le Kestrel dans une série d'essais variés. Le Kestrel FGA Mark I comprenait de nombreux ajouts, y compris une caméra dirigée vers l'avant, dans le nez. Il avait une aile entièrement nouvelle, avec un seul point d'emport sous chaque aile. La puissance était apportée par un réacteur Bristol Siddeley Pegasus 5, réglé à 7000 kg de poussée statique, et donnant au Kestrel de 2 tonnes plus de puissance qu'au prototype P1127. Des systèmes d'urgence et un contrôle aérien furent installés pendant des opérations simulées hors base. Des attaques à basse altitude furent montées contre des aérodromes désaffectés depuis la Seconde Guerre mondiale.
et le Kestrel pouvait facilement se cacher sous les arbres. Les pilotes de la force des Harrier enfilent leur combinaison anti-G avant la prochaine étape, le briefing tactique. Ils vont combiner les capacités extraordinaires de décollage vertical avec les armes guidées les plus précises en service aujourd'hui. Right, we're Jedi, we're working with 08 Bravo 58 is the single Jaguar. The aim is to go and practice some TL ops, simulating medium level. Davey Slow, Arnie P and Andy Mack, aircraft as shown. They've got 2 Seablers on. Andy Mack, you've only got 1 Seabler, mate, with only 4 bombs on it. The rest of us have got 8. Stow speeds there for auto flap, and hovering wise, not a lot on the dry side of things, but about 25 wet's the worst case if you come back to the pad. Les précurseurs des pilotes de la Harrier Force des années 90 sont les pilotes du premier Squadron qui ont utilisé le Harrier G-R Mark I depuis des zones de dispersion dans les années 70. La base de l'ARF de Wildenrath en Allemagne de l'Ouest a été utilisée par les escadrons 3, 4 et 20 pendant les années 70. Ils auraient dû être la première ligne de défense si l'Union soviétique avait lancé un assaut blindé depuis l'Allemagne de l'Est. L'escadron 1, basé en Grande-Bretagne, emmena ses Harrier Mark I outre-mer pour la première fois en 1970 lorsqu'il opéra depuis la base d'Akrotiri à Chypre. Le relief difficile de Chypre leur procura une zone d'entraînement idéale pour des essais de tir réel avec leurs 2 canons Haden de 30 mm et leurs lanceurs de roquettes Sneb. En dépit de ses égarements d'origine, la RAF fut très rapidement convertie à l'emploi du Harrier et ne perdit pas de temps pour prouver sa puissance. Le Mark I avait 4 points d'emport d'aile et un point d'emport ventral pour emporter une grande variété d'armes. Les véhicules dépourvus de blindage sont des cibles idéales pour les roquettes Sneb. Cependant, il y avait un besoin évident pour une version d'entraînement biplace. Dès le commencement, des problèmes de stabilité directionnelle firent que la version allongée Harrier T Mark II ne put entrer en service avant la mi-71. Une fois en service en nombre suffisant, le taux d'accident lors des cursus de formation fut considérablement réduit. La méthode privilégiée pour lancer un Harrier lourdement armé, le décollage vertical roulé. La vitesse est fixée à 90 nœuds et les bus positionnés à 60 degrés. Le pilote présélectionne cet angle par le biais d'une manette. Le levier des bus est positionné vers l'avant. Après vérification, plein gaz. À 90 nœuds, on tire le levier, les bus pivotent et le Harrier décolle. Alors le levier des bus est déplacé doucement vers l'avant pour que les bus reprennent une position horizontale et accélèrent le Harrier comme tout appareil à voilure fixe. Un GR Mark I du Squadron 1 part pour une mission de reconnaissance photographique quelque part en Allemagne de l'Ouest. La cible est capturée par le pod caméra installé sous le point central, ensuite demi-tour pour décharger ce précieux document. Les équipes au sol déchargent les 5 caméras contenues dans le pod. Les films sont ensuite emmenés vers une unité mobile de renseignement.
Et en quelques minutes, les photographes interrogent les pilotes sur la position de la cible. Moins d'une heure après que les photos aient été prises, les deux Harrier du squadron décollent et effectuent leur approche à basse altitude. Les effets de leurs roquettes et des bombes à sous-munitions PL-755 sont dévastateurs. We're in at his height, so we go for the IP. He's going to jink off, I think, about 40 to 50 degrees. Sur la base de Wittering, le briefing continue. Which will put him 1,000 feet below us, but we'll have to climb 1,000 feet to achieve it. He's going to keep his height. All he's doing is basically going to do a delaying turn to make certain he gets behind us. We'll make certain we're 450 minimum ground speed there to help him get behind us. He'll call happy again when he's got it, marking. We'll do good tango. He might call another happy if he's wants to boost his confidence. 10 seconds, store away and splash. On this one, as we turn, we want to come 90 off. He should still be some way behind us and lower than us. So as we come off target, make certain you have a good look down to the left for whatever reason, and if need be, just climb it slightly higher, because we're going to have our flight path will actually cross there. Because he'll need to carry on designating it, so effectively he'll probably truck up to north as we come around to about 330. So he should go under us. Une fois le briefing terminé, les pilotes se dirigent vers leurs avions. Le corps des marines américains n'a pas eu besoin d'être convaincu que l'appui rapproché provenant d'avions à décollage vertical pouvait être une protection vitale pour les débarquements amphibies. Il n'y avait pas d'option d'origine US. Le Harrier était la solution évidente. Désigné AV-8A chez les Marines, le Harrier fut pour la première fois équipé pour le combat aérien avec des missiles AIM-9E Sidewinder. Également pour la première fois, le Harrier a été employé en mer au départ du pont des navires d'assaut du Marine Corps. Aucun autre appareil à voilure fixe ne peut rivaliser avec le Harrier et ses capacités à se déployer dans la campagne, opérer au contact des troupes dans la zone de combat et instantanément répondre à toute évolution sur le champ de bataille. Les Marines ont développé les capacités extraordinaires du Harrier en combat tournoyant, utilisant au mieux le système de décollage vertical. Ils l'appelèrent poussée vectorielle en vol linéaire. Le AV-8A était semblable sur de nombreux points au Harrier GR1 de la RAF. 110 furent achetés auprès de Hawker Siddeley. En 1974, les Marines possédaient 4 squadrons opérationnels d'AV-8A. Les AV-8A possédaient le même canon ADEM de 30 mm que ceux de la RAF, retenus en raison de sa fiabilité. Des bombes d'entraînement sont fixées dessus. Les décollages conventionnels font partie des procédures opératoires normales pour les AV-8A du corps des Marines lorsqu'ils opèrent à partir de leur base terrestre. Pour la navigation et le largage des bombes, aussi bien les AV-8A que le Harrier Mark I sont équipés du système de navigation inertielle et du système d'attaque Ferranti FE 541, disposant d'un affichage de carte déroulante. Le collimateur tête haute donne les paramètres de vol et les données de ciblage.
Si un avion ennemi est pris dans le rayon d'action du missile RR Sidewinder, voici quel est le résultat. Les AV-8A furent achetés directement auprès de Hawker Siddeley, mais la seconde génération de Harrier, le Harrier 2, fut développée entièrement par la firme américaine McDonnell Douglas. En 1975, le gouvernement anglais avait annulé tout le financement des développements futurs du Harrier. Nous avons subi d'importantes restrictions budgétaires et ça a limité les évolutions que nous pouvions envisager sur les premiers Harrier de la RAF et les Sea Harrier. Cependant, McDonnell Douglas a fait un bon travail, dont ce cockpit confortable et cette verrière en bulle qui améliore largement la visibilité. McDonnell Douglas a joint ses forces à celles du Marine Corps pour produire le AV-8B, globalement un appareil entièrement nouveau avec une aile plus grande, entièrement en fibre de carbone et un large cockpit bien réagencé. Dans ce cockpit, McDonnell Douglas a facilité le rôle du pilote en installant un ordinateur de navigation et d'attaque qui comporte un calculateur de tir Hughes avec mode de tir laser et guidage TV pour les opérations de jour comme de nuit, un système de navigation à inertie, un affichage tête haute multifonction, une carte défilante et un système de gestion des charges. Bien sûr, le changement le plus visible, ce sont les ailes agrandies. Il existe deux types d'ailes avec lesquelles les Harrier volent et sont entrés en service. L'une est en métal de 60 mètres carrés, l'autre est en composite de 75 mètres carrés. Cette aile a été conçue par McDonnell Douglas et représente la technologie la plus avancée en matière de structure légère renforcée. Si vous savez comment sont faites les voitures de Formule 1 aujourd'hui, vous savez que les fibres de résine de carbone, de graphite et d'époxy sont utilisées pour leur solidité à la place du métal. En premier lieu, et de façon visible, l'aile en composite possède des volets beaucoup plus importants et qui aident grandement à soulever la plus lourde charge d'armement que ces grandes ailes peuvent emporter. La charge de bombe, voyez-vous, n'est pas seulement une question de poids, c'est également le nombre d'armes que vous pouvez emporter et cette aile possède 4 pylônes sous chaque aile. Donc, on a 8 points d'emport de voilure et 3 points sous le fuselage, alors que le Harrier 1 avait seulement 2 pylônes par aile. Donc, seulement 4 points d'emport pour ces Harriers-là. Ils nous ont aussi demandé de faire en sorte que ces avions puissent décoller depuis des pistes étroites. Les balancines sont à plus de 6 mètres du train principal, donc vous ne pouvez pas trop vous écarter de la route puisque vos roulettes vont se trouver dans la verte. Alors pour décharger l'esprit du pilote de la position de ces balancines, à l'extérieur ou à l'intérieur de la piste, nous avons déplacé vers l'intérieur la position des balancines, aussi simple que ça. Le premier client à l'export pour le Harrier 2 était la marine espagnole, qui emploie ses 12 AV-8B à partir de son nouveau porte-avions équipé d'une rampe de lancement à 12 degrés, le Príncipe de Asturias. Le AV-8B est connu comme le VA2 Matador dans la marine espagnole. Le principe de l'atterrissage vertical sur le pont d'un porte-avions en mer a été établi dès 1966 lorsque le pilote d'essai Bill Bedford a mené les premiers essais ADAC V en mer avec un kestrel de développement à partir du HMS Bulwark, un porte-hélicoptère de la Royal Navy. La facilité avec laquelle un ADAC peut atterrir ou décoller est ici très bien illustrée. L'Amirauté a bien vu dans ces ADAC une menace contre la tradition de catapultage et d'appontage avec des catapultes à vapeur et des brins d'arrêt. Il leur avait également été demandé par le gouvernement d'accepter le P-1157 en remplacement du chasseur Sea Vixen, mais ils voulaient des F-4 fantômes. Ils n'ont donc pas été peinés de voir le projet 1154 disparaître au début des années 60 et avec lui l'hypothèse de VSTOL en mer. Ils virent avec beaucoup de méfiance arriver une éventuelle version navale du Harrier. Les essais à la mer du Harrier commencèrent par des décollages depuis le pont oblique du HMS Eagle en 70 par deux Harrier Mark I, un de l'Air Force,
l'eau de Hawker Siddeley et également à partir des plateformes hélico de navires auxiliaires. C'est alors qu'un marin amateur de ski, le Lieutenant Commander Doug Taylor, arriva avec une idée brillante. Doug Taylor est arrivé et nous a dit « Ce que nous voulons, c'est une rampe de ski, une rampe à l'avant. Si nous mettons une rampe ici, avec un angle de sortie suffisant, alors peu importe le tangage du navire, ce sera toujours suffisant. Vous pourrez décoller sans vous soucier de l'océan. N'est-ce pas ce que chaque pilote essaye de faire? Et en fait, c'était vraiment une idée simple. On a fait les premiers essais avec une rampe construite expressément pour nous au Royal Aircraft Establishment de Bedford. Ça donnait non seulement de meilleures performances en termes de masse emportée, mais vous pouvez aussi opérer par très mauvais temps. Et c'est ce qui s'est passé pendant les Malouines. Et c'était donc plus sécurisant pour les pilotes. But it also provided more safety for the pilot. La rampe et le nouveau Sea Harrier entraient à peine en service lorsque les opérations des Malouines commencèrent en 1982. Le plus vieux porte-avions de la Royal Navy, le HMS Hermes, qui filait avec la flotte britannique vers l'Atlantique Sud, était équipé d'une rampe à 7 degrés. Les Sea Harrier FRS Mark I armés de AIM-9L Sidewinder étaient lancés depuis la rampe du HMS Hermes et du navire amiral de la flotte, le HMS Invincible, récemment entré en service. Ils étaient chargés de la défense aérienne de la flotte contre la menace des attaques aériennes de l'aviation argentine. « 20 Sea Harrier accompagnaient la Task Force, 12 opérés depuis l'Hermès et 8 depuis l'Invincible. Il fut renforcé plus tard par 8 appareils supplémentaires. Les Aircraft Skyhawk de l'aviation et de la marine argentine représentaient l'essentiel de la menace contre la flotte anglaise ancrée dans les eaux de San Carlos. Ils payèrent un lourd tribut. Les chasseurs d'assaut Mirage 3, les Dagger, vétérans de l'aviation israélienne, étaient les avions de défense aérienne qui faisaient face aux Harrier. Mais ils étaient confrontés à la puissance de feu combinée des missiles Sidewinder des Sea Harrier et des missiles solaires Rapier positionnés au sol, qui ensemble détruisirent beaucoup d'avions argentins. Les Sea Harrier jouèrent également un rôle important dans les missions d'attaque à basse altitude qui se déroulèrent pendant la reconquête des îles. Un Vulcan de la RAF montra la voie dès le 1er mai en bombardant la piste de base de Port Stanley après un raid mené depuis l'île de l'Ascension. Ensuite, 12 Sea Harrier du 800e Naval Air Squadron lancèrent une attaque au crépuscule depuis l'Hermès pour lâcher quelques tonnes de bombes sur leurs cibles. Un peu plus tard, les Harrier GR Mark III de la RAF arrivèrent pour prendre à leur compte le rôle d'avion d'attaque en prenant à partie des cibles de Darwin à Goose Green avant d'employer leurs bombes à sous-munitions et leurs roquettes SNEB pour appuyer l'assaut mené contre Port Stanley. Le Harrier Mark III devint la véritable première génération de Harrier dans la RAF. Il différait principalement du Mark Ia par son Rolls-Royce Pegasus 11 de 9700 kg de poussée statique, plus puissant que le Pegasus 10 du 1A. L'armement demeurait identique. Les GR Mark III commencèrent à remplacer les Mark Ia dans les squadrons basés en Angleterre ou en Allemagne à partir de 1976, par des avions neufs sortis d'usine aussi bien que par des avions plus anciens reconvertis. C'est son nez particulier qui identifie le GR Mark III. Il contient le télémètre et marqueur de cible laser. L'énergie infrarouge envoyée puis réfléchie par la cible est récupérée par le détecteur qui génère des signaux dans le collimateur du pilote.
Mais bien qu'ayant connu le succès au Malouine, les limitations de rayon d'action et d'armement du GR3 devinrent évidentes. Il y avait un besoin pour un Harrier plus gros, et c'est ainsi qu'arriva le Harrier GR Mark V. Les GR5 de la RAF ont reçu la même grande aile en fibre de carbone et le même moteur, le Pegasus 1121, que les AV-8B du Marine Corps. Le pilote peut profiter de la même verrière en bulle qui lui donne un excellent champ de vision. Le GR5 possède de grandes capacités en combat tournoyant et sa perche de ravitaillement en vol est escamotable. En mars 1988, la RAF effectua ses premières sorties avec des GR5 et 18 mois plus tard, le Squadron 1 fut déclaré opérationnel sur ce type. Les sites de dispersion sont utilisés de la même manière que pour les générations précédentes de Harrier. En cas de guerre, les Harrier GR5 rempliraient un rôle d'interdiction sur le champ de bataille en attaquant des cibles profondément à l'intérieur des lignes ennemies. L'une de ses principales armes est le BL-755 à sous-munitions qui disperse des centaines de petites bombes. Avec une configuration de 7 BL-755 et 2 Sidewinder, le Harrier GR5 peut décoller en moins de 350 mètres. Le GR5 est la version britannique des Harrier de la seconde génération. Son constructeur, British Aerospace, dont Hawker Siddeley constituait une partie, était devenu un partenaire du programme Harrier 6 ans après que les crédits aient été coupés. Effectivement, le GR5 avait des capacités multirôles avec une augmentation notable de l'autonomie par l'usage d'une perche de ravitaillement en vol escamotable. Les Harrier GR5 commencèrent leur déploiement annuel à Baderfast en Norvège pour l'entraînement au combat en milieu arctique. Le terrible relief norvégien permet aux Harrier de démontrer ses grandes capacités même en milieu extrême. Ce Harrier GR5 avait une mission spéciale en 1989, le test en vol de la plus puissante version jamais développée du réacteur Pegasus, le 1161, avec 10 400 kg de poussée. L'appareil participa à une série de records d'altitude chronométrés. L'étape suivante était de créer un Harrier d'attaque de nuit, muni du système de navigation infrarouge dirigé vers l'avant GEC, monté dans le nez, et relié à un collimateur tête haute grand angle de Smith Industries. Ceci donnait au pilote de Harrier 2 une grande visibilité en vol de nuit à basse altitude. Notez les indicateurs en forme de papillon sur l'écran du collimateur. Ce sont des indicateurs de chaleur.
L'indicateur de situation de l'appareil est au centre de l'écran, aligné avec l'horizon. Le système FLIR a été développé pour les AV-8B d'attaque de nuit des Marines. À partir de 1990, tous les Harrier de la RAF ont commencé à recevoir le même système et c'est ce qui distingue le Harrier GR Mark 7. Les GR7 de la RAF sont entretenus sur la base de l'Arbrook en Allemagne, aujourd'hui réunifiés. Les 96 Harrier monoplaces de seconde génération de la RAF ont aujourd'hui été convertis ou construits au standard pour l'attaque de nuit. Les unités d'affichage numérique sont les systèmes de préparation de mission les plus modernes. Le pilote sélectionne le mode d'armement pour son Harrier. Jusqu'en 1993, les pilotes de Harrier Force des deux escadrons de l'Arbrook, les squadrons 3 et 4, effectuaient ces procédures en temps de paix seulement. À partir d'avril 1993, ils l'ont fait pour de vrai. Opérant à partir de la base d'Incirlik en Turquie comme élément de l'opération Warden, leur mission était de protéger les réfugiés kurdes de toute agression irakienne. Les GR7 ont effectué de très nombreuses missions de reconnaissance au-dessus du nord de l'Irak, souvent sous la menace réelle des missiles solaires irakiens. En août 1995, le Squadron 4 était déployé en action à partir de la base de Gioia del Colle en Italie. Un mois plus tard, il menait des missions d'interdiction aérienne contre les Serbes de Bosnie au cours de l'opération de l'OTAN Deliberate Force. Les Harrier du 4e Squadron ont été chargés de la destruction des installations radars de défense aérienne et des dépôts de munitions avec chacun 2 bombes Paveway guidées par laser, la première fois que les Harrier de la RAF utilisaient cette arme au combat. Le ravitaillement en vol s'est effectué auprès des ravitailleurs VC-10. Il faut un pilotage extrêmement précis pour rester accroché au ravitailleur. An estimate of how much available for bootleg. Stand by, Madras 23. £15,000 Madras 23. Sorry, say again? £15,000 Madras 23. Roger. Disconnect. Disconnect. Après avoir refait les pleins,
les Harrier mènent leurs attaques puis décrochent en tirant des flares pour se protéger. 3000. Pendant l'opération Deliberate Force, ils ont largué 48 bombes guidées laser, détruisant 85% de leurs cibles. Bien que n'ayant pas été appelés pour effectuer des missions de combat RR, les GR-7 possèdent de bonnes performances en combat tournoyant avec l'emploi des missiles AIM-9L Sidewinder. Ici, un pilote de GR-7 engage une cible radio-guidée avec un Sidewinder au-dessus d'un champ de tir. 4,500. Firing. Firing. Now. Slow away. Flash observed. Très importante, la visite pré-vol avant que le pilote ne s'installe sur son siège pour charger son ordinateur tactique. Le Sea Harrier a connu une métamorphose majeure. Maintenant dénommé Sea Harrier FA Mark II, il possède un nez complètement redessiné, abritant un radar d'interception multimode à impulsion GEC Marconi Blue Vixen, qui donne au FA2 la possibilité d'engager ses cibles au-delà de la portée visuelle du pilote. Relié au missile RR à moyenne portée Hughes AIM-120, cette combinaison formidable du Blue Vixen et du AMRAAM a incité le commandement de la Fleet Air Arm à déclarer que le Harrier FA2 était le meilleur chasseur de défense aérienne au monde. Au même moment, McDonnell Douglas et British Aerospace développaient conjointement le Harrier 2+, équipé d'un radar d'attaque nocturne qui représentait vraiment le futur. Appelé VAAC Harrier, il a été testé par l'Agence de recherche et d'évaluation de la défense au centre d'essai en vol de Boscombe Down pour l'expérimentation des systèmes de commande de vol les plus sophistiqués et être employés sur des avions de combat VSTOL. Ironiquement, ce Harrier le plus ancien de sa famille a volé encore le deuxième prototype biplace qui a effectué son premier vol en 1969. VARC Harrier stands for VSTOL Aircraft Advanced Control. Avec le Harrier VAC pour VSTOL Aircraft Advanced Control, nous cherchons à développer des techniques de contrôle avancées pour la prochaine génération d'avions à décollage court ou vertical. La technologie du contrôle actif est un autre mot, une autre expression que vous devez avoir entendu à la place de commande de vol électronique. Basiquement, c'est l'emploi d'un ordinateur de techniques informatiques modernes pour piloter l'avion pour vous, en réaction aux ordres du pilote donnés sur les commandes de vol traditionnelles. L'ordinateur est transparent pour le pilote. Si vous programmez vos commandes de vol intelligemment, il se sentira comme s'il pilotait un avion normal. Mais c'est l'ordinateur qui dirige les gouvernes pour lui, contrôlant activement l'avion en réponse aux ordres donnés par le manche. Sur le Harrier VAC, nous avons vraiment démontré plus d'une stratégie différente de contrôle, mais l'une d'elles inclut l'emploi d'une seule commande où le manche central contrôle tous les paramètres de direction tout autant que votre taux de montée ou de descente ou tourner dans n'importe quelle direction.
Une petite molette montée au sommet du manche sous le pouce du pilote contrôle la vitesse que vous vouliez accélérer ou ralentir, remplaçant ainsi la poignée des gaz. À votre arrivée dans une unité de conversion sur Harrier, après votre entraînement sur Hawk, et lorsque vous volez sur Harrier pour la première fois, vous passez les 18 premières missions et une bonne partie du travail au sol à pente de VSTOL, ce qui est complètement nouveau pour vous et vraiment unique, particulièrement sur la Harrier. Si nous pouvons faire que l'avion se comporte de la même manière à 5 nœuds qu'à 500, vous n'aurez pas besoin d'entraînement supplémentaire pour lui demander de ralentir jusqu'à ce qu'il soit en stationnaire. C'est une manière un peu simpliste de vous montrer notre objectif de faire un avion qui se pilote de la même manière qu'il soit en stationnaire ou à 1000 km/h. Ainsi, on pourra réduire tout l'entraînement complémentaire qui porte sur l'apprentissage du VSTOL et faire des économies notables. Les recherches menées avec le VAAC sont la contribution anglaise au Joint Strike Fighter Programme qui doit mener au remplacement des AV-8B des Marines et aussi Harrier de la Royal Navy. En dépit d'une lourde charge de travail au Royaume-Uni et sur les déploiements à l'étranger, les équipages de la Harrier Force, ses pilotes, ses équipes au sol, ont trouvé le temps de mener une simulation d'attaque devant une foule de 200 000 personnes en finale de l'International Air Tattoo en 1996. Les pilotes de 4 escadrons de Harrier ont participé à la démonstration qui comprenait des Harrier GR7 et des T-10 biplaces d'entraînement et le seul bémol fut un léger dégât sur un avion causé par une collision volatile. Ces 4 pilotes préparent une mission d'entraînement d'attaque anti-navire au-dessus du pays de Galles, tandis que cet autre pilote prépare une sortie à 2 avions à basse altitude à partir de la base de Wittering en Écosse pour une autre mission d'entraînement.
cabin control, make a lot quieter in here. Pylons out in the left, 10 o'clock, spotted India now. I think that's the mast over in the 1 o'clock. Now the arrow's pointing me to the actual start point. And confirm that on the map. Right, nothing on the right hand side out there. The sun is not going to be pleasant. Okay, nice into the first start point. I'm stepping up to the next point now. I'm going to designate that. And here we are in Loch Ness. Let's get rid of that for the moment. Right. A little bit quicker at the moment. Let's just slow it down. Just checking in the 6 for any bounces that might be coming in. So bring it over the left hand side. Just for a bit of look. All clear down there and reversing. Okay, pulling 3.94 G now. And let's avoid Port Augustus. Coming around. Don't want to rot the locals off, that's for sure. Alright, 450 knots. Pylons over through there. Clear of those. And let's go down. A little bit fast. Pylons on the right hand side. Okay, that's a bingo fuel. I've got 5,000 for first check fuel. Let's go down into the side of the lake slightly. Keeping on the wood line. And nicely down in the woods down here. Okay, next one on straight on, a bit of a round the corner. And round. Little 3G squeeze. And way behind. Right, for ultra low flying now, we've been down at 100 feet. And we're cleared at 250. Okay, so follow the line round. I've got the pylons out on the right hand side. Some bad weather coming up ahead. I'm doing 8 miles a minute nearly. Tends to creep up fairly quickly. Have to keep a good look on that one. And coming left. Okay, squeezing 4G round the corner. And rolling out. Speed a bit high. Nice valley off to the right there. Looking pretty clear. Okay, the weather's looking a little bit iffy on there. However, nice little pocket to go through. Look at the weather up there. It's not looking too bad. Whereas this side, it's looking fine. Stick it round. Still nothing in the 6. And around the corner. Lots of buffet coming on. 4.8 G. I think we'll aim down the right hand side of this valley. As a pilot, you hate being unsighted with your belly as you go around the old turns. Without a doubt, it's not the most pleasant of feelings. Not overly tactical going over the water like this. This is where I should be. If you're actually sat here on the wood line, very difficult to spot from upstairs by a fighter. Perhaps just a little diversion over here, just to show you this.
Because if I do this, and then bring it up, and that, hopefully that'll look nice. Jeebus. Right, 2000. I'm just there now. Powering back. Come back for 420. Right, you can see on the G meter there, the max G we pulled was 5. L'accéléromètre est situé en bas sur le côté gauche. I'll go due east. Au début de la passe de tir d'entraînement, notez l'altitude en haut à droite du collimateur. 3 pulling down in hot. 3 clear hot. In hot, target 5. 3 clear hot. One base. Two in hot, target 5. Roger, clear hot. 2 off right. Three, switches safe. 2 switches safe. Leaving IP, abort code Alpha Alpha. Alpha Alpha copied. The target, soft skin vehicle. Soft skin vehicle lies between 2 light coloured aeroplanes. On your attack heading, one aeroplane will be 20 metres short and 1 metre, second aeroplane 20 metres long. 18, roger. Target lies in low ground. There's a ridge line that runs along the right hand side of the target. You need to be on the left hand side of the ridge line. Right, 1.5 miles out looking. 12 o'clock, 1K. Visual. Right. Target. Four in hot, target 6. 4 clear hot. Hot 4. 2 aircraft transmitting together. 2 downwind. Maintenant, observez l'approche sur la cible. One base.
4 drive. Dickhead. 3 downwind. You die, target 5. You complete plonker. You complete and utter dickhead. Too high, not good pass. Oh well. Ce qui prouve que même les pilotes de Harrier ont des jours sans, tout comme nous.